le monde. Le 28 février 2026, l'Iran est attaqué par les États-Unis et Israël. L'offensive américano-israélienne baptisée Fureur épique et lion rugissant intervient après une période d'escalade diplomatique et de tensions intestines visant à renverser le régime de Téhéran. Fureur épique et lion rugissant se déploient par des campagnes de frappe militaires ciblant les infrastructures militaires, les centres de commandement et les sites stratégiques iraniens, assassinant au passage dès les premières heures de l'attaque le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Alors, la riposte de Téhéran et ses alliés régionaux est sanglante, visant les bases militaires américaines dans le Moyen-Orient. Les missiles iraniens foudroient alors les pays du Golfe, occasionnant la paralysie du trafic aérien et maritime. Les gardiens de la République ont décidé de fermer le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour l'économie mondiale. 20% de la consommation du pétrole et du gaz dans le monde transite par ce détroit. Alors, tout au long de cette émission, on va donc essayer de revisiter les origines de la conflictualité, essayer également de dire le vrai sur le déroulement de ce conflit et bien entendu envisager les conséquences géostratégiques pour la région du Moyen-Orient et bien entendu du reste de la planète s'impose après cette analyse de la situation. Alors, pour en parler sur ce plateau, M. Thibault Stéphane Possiot, politologue, chercheur au CNRS, précisément à l'IRCH au département de sciences politiques, membre du CREPOD, groupe d'études politiques et de défense. Il est responsable du pôle recherche, diplomatie, défense et sécurité. Alors, Monsieur Possiot Thibault Stéphane, vous êtes naturellement les bienvenus sur le plateau de Regard sur le monde. Je vous remercie beaucoup, Madame Janice Ondongema, de me donner l'opportunité d'être sur votre plateau et de débattre avec vous sur une question essentielle de notre monde aujourd'hui, qui d'apparence se déroule loin de chez nous, mais dont les conséquences ne nous sont pas totalement éloignées, étant donné que certaines de ces conséquences, nous les vivrons dans les jours à venir, notamment avec l'évolution certainement du prix de l'essence. Donc le conflit semble loin, mais les conséquences pourront être vécues par nous également. D'accord. Alors, merci pour ce décor. Alors, c'est la première fois que vous venez sur le plateau de Regard sur le monde. Nous allons donc suivre un document qui fait un peu le tour de la question avant justement de glisser de façon beaucoup plus explicite dans le sujet. Le 26 février 2026 s'est tenu le deuxième cycle de négociations entre Téhéran et Washington à Oman, pays du Moyen-Orient situé à la pointe sud-est de la péninsule arabique, bordé au nord-est par les Émirats arabes unis, à l'ouest par l'Arabie saoudite et au sud-ouest par le Yémen. Mais les États-Unis et l'Iran avaient entamé cette discussion cruciale vendredi 6 février 2026, alors que la menace d'une intervention militaire américaine restait pressante. Et justement, bien que les partis en présence aient salué une atmosphère positive et des progrès significatifs des pourparlers d'Oman, Donald Trump et Benjamin Netanyahou lancent des frappes militaires contre l'Iran. Ces deux alliés bombardent le territoire iranien depuis des bases régionales et des porte-avions déployés au Moyen-Orient quelques semaines plus tôt avant l'attaque du 28 février 2026. Il s'agit là d'un vaste raid américano-israélien baptisé Fureur épique à l'image des films d'action hollywoodiens qui embrasent la région. Alors que la Maison-Blanche a décidé d'interrompre brutalement le dialogue pour faire intervenir les missiles, un autre récit se cache derrière la rhétorique monotone d'une supposée attaque contre les États-Unis et la menace nucléaire de l'Iran. C'est le pari très risqué de Washington, celui d'une offensive décidée par l'administration Trump sans déclaration de guerre,
au prix d'un pari géopolitique et géostratégique aux conséquences vertigineuses. Trump est entré en guerre sans autorisation du Congrès américain. La campagne de frappe massive lancée contre l'Iran est présentée comme une opération préventive visant les infrastructures stratégiques du programme nucléaire des gardiens de la Révolution. Sauf que la guerre américano-israélienne ne se limite plus à des frappes ciblées, mais elle atteint le cœur du pouvoir iranien, fragilise davantage un régime déjà confronté à des dissensions internes et bien nourri par la main noire de la Maison-Blanche. Après avoir assassiné le guide suprême iranien Ali Khamenei le 1er mars 2026, les missiles de fureur épique ont bousillé une école iranienne, provoquant la mort de 165 personnes, pour la plupart des filles âgées de 7 à 12 ans. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a nié que les forces américaines aient délibérément ciblé une école et, évidemment, la riposte de Téhéran ne s'est pas fait attendre. Des attaques de missiles et de drones contre Israël ont été très vite étendues à plusieurs cibles des États-Unis, du Golfe, notamment des bases militaires américaines au Qatar, en Arabie Saoudite, Dubaï, Koweït et bien d'autres. L'escalade régionale a rapidement entraîné des perturbations du trafic aérien et maritime avec la fermeture de l'espace aérien dans plusieurs pays du Golfe. Les gardiens de la Révolution ont fermé le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour l'économie mondiale, dont un tiers de navires tentent de franchir. Environ 1/5 de la consommation mondiale de pétrole transite par ce détroit. Et les membres de l'OPEP, Arabie Saoudite, Iran, Émirats arabes, l'Irak et le Koweït, exportent la majeure partie de leur pétrole. L'ampleur des frappes, la mort du guide suprême iranien et l'implication directe d'acteurs régionaux et internationaux rendent toutes des escalades complexes. L'ambassadeur iranien auprès des Nations Unies, Ali Baherini, écarte toute possibilité de négociation avec les États-Unis, ne voyant actuellement aucune utilité à des discussions. Entre affrontements militaires, tensions diplomatiques et chocs énergétiques, la guerre américano-israélienne contre l'Iran pourrait redessiner durablement les équilibres du Moyen-Orient et au-delà. Vous venez de suivre donc ce document autour du sujet qui nous réunit sur ce plateau. Très rapidement, vous allez donc réagir par rapport à ces quelques informations d'ordre général données dans le document et puis ensuite on glisse dans le débat. Alors, qu'en pensez-vous? Madame Ondonguema, vous avez fait un résumé plus qu'universitaire, un résumé bien complet de la situation actuelle au Moyen-Orient. Il faut quand même noter ceci. Le conflit qui oppose les États-Unis, Israël à l'Iran n'est pas une génération spontanée. Il est le fruit d'une longue conflictualité issue de la révolution iranienne de 1979. Ce qui se passe actuellement avec l'opération Fureur épique et lion rugissant. Épique et lion rugissant, lancé le 28 février 2026, repose essentiellement sur deux argumentaires. Le premier concerne l'impérieuse nécessité de mettre un terme au programme nucléaire iranien que Tel Aviv considère comme une menace existentielle. Il faut rappeler tout de même que cette menace est brandie par Benjamin Netanyahou depuis plus de 30 ans, arguant à chaque fois que l'Iran est au seuil de l'arme atomique. Dans 2 semaines, l'Iran accédera à l'arme atomique. Dans 3 semaines, dans 1 mois, à chaque fois des délais très courts nous sont avancés, qui ne se sont jamais concrétisés. Bien sûr. Donc, et il faut rappeler aussi, pour être clair sur la question, aucune inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a prouvé de manière irréfutable que l'Iran était sur le point de fabriquer une arme
atomique. Et d'aller bombarder les États-Unis. Et d'aller bombarder les États-Unis et Israël. L'Iran est signataire du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Donc, à ce titre, ne devrait pas, effectivement, envisager des travaux pour l'acquisition d'une arme atomique. Mais, la Charte des Nations Unies reconnaît à tout pays le droit d'accéder au nucléaire civil. Ce que l'Iran oppose aux allégations des États-Unis, que leurs travaux ne sont que des travaux pour leur permettre d'accéder au nucléaire civil qui est important dans le domaine de la santé, bien sûr, dans le domaine de l'éclairage au quotidien. Donc c'est un droit que l'Iran considère comme souverain et personne ne peut le lui contester. Rappelons aussi que même si l'Iran est assez réfractaire sur certains points de son programme nucléaire, il n'a jamais fermé la porte aux négociations. C'est exact. La preuve, quelques jours même avant les frappes américaines et israéliennes sur Téhéran, des pourparlers étaient en cours. Bien sûr, à Oman. À Oman et à Genève. Donc, c'est un peu dans la traîtrise que Israël et les États-Unis lancent leurs opérations de bombardement. L'autre raison de ces bombardements, c'est mettre un terme au programme balistique iranien. Ce programme balistique qui inquiète sérieusement Israël dans la mesure où les vecteurs qui ont été produits et les ogives que portent ces vecteurs-là atteignent facilement le territoire national d'Israël. D'autant plus que la République islamique d'Iran n'a jamais cessé de clamer haut et fort « Abat Israël, abat les États-Unis ». Pour eux, Israël, c'est le petit Satan, allié au grand Satan, qui sont les États-Unis. Donc il faut mettre un terme à ce programme balistique. Voilà les raisons que l'administration Trump avance pour justifier les bombardements débutés le 28 février 2026. Affaiblir militairement l'Iran pour le forcer à mettre un terme à son soutien aux groupes armés hostiles à Israël, notamment le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza et les Houthis au Yémen, qui de temps en temps sont en rivalité et même en guerre ouverte contre l'État hébreu. D'accord. Vous avez pratiquement répondu à la toute première question que je voulais vous poser, c'est-à-dire pourquoi les États-Unis et Israël bombardent l'Iran. Est-elle légale? C'est une très bonne question et pour y répondre, il faut interroger le droit international. Que dit le droit international à ce sujet? La Charte des Nations Unies, sur laquelle on peut s'appuyer, proscrit en principe la guerre entre États. Mais il existe quand même des exceptions. La première exception concerne l'autorisation du Conseil de sécurité. Il faut obtenir l'aval du Conseil de sécurité pour employer la force armée contre un État tiers. En l'occurrence ici, il me semble que ni les États-Unis ni Israël n'ont eu mandat du Conseil de sécurité pour agresser l'Iran. Je parle bien d'agresser, parce qu'il faut qu'on soit clair à ce niveau aussi. Ici, comme on l'a fait pour la Russie contre l'Ukraine, il faut aussi être clair que l'agresseur, sont les États-Unis et Israël, et l'Iran est l'agressé. Donc il n'y a eu aucun mandat du Conseil de sécurité. C'est un point. L'autre exception, c'est le droit à la légitime défense.
si vous êtes agressé militairement, vous avez le droit de vous défendre. Mais, en l'occurrence ici encore, sauf si je me trompe, l'Iran n'a agressé personne. Non, pas du tout. Hein? Même si, il est vrai, de ce qu'on attend souvent sur les plateaux, l'Iran qui tout le temps abat Israël, les États-Unis c'est un Satan, abat Satan, mais l'Iran n'a jamais commencé à bombarder le territoire israélien ou le territoire américain. C'est exact. Donc, sur ce point de vue, donc, à ce sujet, il me semble qu'il est difficile de concevoir la légalité de ces bombardements. Mais évidemment, plusieurs exemples prouvent à suffisance ce que vous dites, puisque la guerre entre Israël et Gaza, les États-Unis ont soutenu Israël. Israël n'avait pas reçu le droit par l'ONU d'aller attaquer. Bon, écoutez, il y a toujours des précédents. Et l'Iran a aussi attaqué, pas l'Iran, Israël a attaqué il n'y a pas très longtemps, récemment, les mois passés, l'année passée, Israël a attaqué l'Iran. Les États-Unis sont venus en rescousse en bombardant le territoire iranien, mais ils n'ont jamais obtenu le droit d'entrer en guerre contre l'Iran par l'ONU. Exactement, mais il y a encore un autre habillage juridique, un peu tiré par les cheveux, qui repose sur le droit à la défense préventive. C'est-à-dire, si nous avons le sentiment qu'un État tiers prépare une agression contre nous, nous donnons le droit d'entamer les premières frappes pour tuer dans l'œuf l'agression qui se prépare. Je disais tantôt que c'était tiré par les cheveux, bien sûr, dans la mesure où ça reste une représentation. Il n'y a pas une agence de renseignement, même au sein des agences de renseignement des États-Unis, qui ont été capables de nous prouver de manière définitive que l'Iran s'apprêtait à attaquer Israël. Oui. Et je prends pour preuve le Conseil de sécurité américain a produit un document pour le président de la République disant clairement qu'il n'y a pas, premièrement, de préparation d'armes nucléaires de la part de l'Iran, deuxièmement, qu'il n'y a pas de solution militaire au programme nucléaire et balistique iranien. Donc, qui privilégiait plutôt la voie diplomatique, donc les négociations pour arriver à un accord. Concernant même les accords, les États-Unis se retrouvent un peu en porte-à-faux. Pourquoi? Pour une simple raison qu'un accord avait été trouvé. Il y a quelques années, engageant à la fois les États-Unis, les Européens et la Russie sur le contrôle du programme nucléaire iranien. Et l'Iran a toujours montré main blanche sur les inspections. Et ces inspections n'ont jamais démontré que l'Iran voulait l'arme atomique. Au contraire. Et c'est Donald Trump, lors de son premier mandat, en 2018, si je ne me trompe pas, qui, de manière unilatérale, se retire du traité. A déchiré ce traité. Donc, se retire du traité parce que Israël, étant donné que le traité ne couvrait pas le programme balistique, et c'est ce programme balistique véritablement la crainte d'Israël. Ce traité ne couvrant pas ce programme-là, a poussé les États-Unis à se retirer de ce traité. Pour que dans les prochains accords, on puisse inclure le programme balistique également. Donc, pour finir sur ce point, l'Iran
n'a jamais fermé la porte aux négociations. Ce sont ses adversaires, ses agresseurs, qui se sont montrés double jeu, dans la mesure où on est en train de négocier et dans le dos, on nous poignarde. Oui. Et l'Iran s'est donc donné le droit, de se défendre. après le retrait des États-Unis de l'accord et le maintien des sanctions qui avaient été, dont on a promis la levée. L'Iran s'est donc donné le droit de continuer son programme nucléaire et enrichir son uranium à 60%. Il a compris qu'en fait, qu'on voulait simplement le détruire. Voilà. C'est tout. Donc l'Iran a compris le double jeu et je pense que n'importe quel État ne ferait plus confiance à l'État actuel, à la signature américaine sur un traité. Bien sûr. Alors, par rapport à ce que vous dites, je vais tout de suite rebondir par rapport sur l'actualité dominante du moment. Joseph Kent, ancien soldat des forces spéciales, est le premier haut responsable à démissionner de l'administration Trump pour marquer son désaccord justement avec l'opération Fureur et Pique et Lion rugissant, et qui vont dans le sens des arguments que vous donnez, qu'aucune inspection n'a démontré que l'Iran s'apprêtait à attaquer les États-Unis. Alors, Kent dit ceci, c'est un général à la retraite que Trump d'ailleurs est allé... c'est Trump qui est allé le chercher, lui a donné une 4e étoile. Bien sûr, et en faire un conseiller principal pour la lutte contre le terrorisme. Il dit ceci. Kent accuse les hauts responsables israéliens et les membres influents des médias américains d'avoir mené une campagne de désinformation ayant créé un climat belliciste favorable à une guerre. Alors, il s'adresse à Trump en disant « Cette chambre d'écho a été utilisée pour vous tromper en vous faisant croire que l'Iran représente une menace imminente pour les États-Unis et que si vous frappiez maintenant, la voie vers une victoire rapide était toute tracée. C'était un gros mensonge et c'est la même tactique que les Israéliens ont utilisée pour nous entraîner dans la désastreuse guerre en Irak et qui a coûté à notre nation la vie de milliers de nos meilleurs hommes et femmes. » Voilà ce que dit le général Joseph Kent. Le général Joseph Kent a été à la retraite. Comme vous le disiez, oui. C'est le président Trump qui va le chercher pour lui donner des responsabilités auprès de lui. C'est donc quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner d'être un pro-iranien. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui doit sa présence au sein des appareils américains à Trump. Parce que Trump l'a même soutenu lorsqu'il voulait être donc, candidat. Quand il le dit, je pense qu'il détient des informations crédibles, d'autant plus qu'il est directeur du Centre national contre le terrorisme. Donc quand il le dit, il sait pourquoi il le dit. Et aujourd'hui, il y a plusieurs sources qui l'attestent. Que Trump, étant élu sur l'idée de mettre un terme aux guerres perpétuelles, ne voulait pas vraiment aller en guerre contre l'Iran, parce que tout lui disait le contraire. C'est Benjamin Netanyahou qui l'aurait forcé la main. Et en forçant la main, le président Trump se retrouve aujourd'hui un peu dans une impasse, parce que la guerre ne se déroule pas comme il l'espérait. Ce n'est plus la voie de la victoire très rapide, de tout tracé. À l'époque du Shah Iran, l'Iran entretenait des rapports cordiaux, des rapports diplomatiques apaisés, à la fois avec les États-Unis et Israël. L'Iran reconnaissait la légitimité à l'existence de l'État hébreu. Sauf qu'avec la révolution de 1979 et l'arrivée de l'ayatollah Khomeini au pouvoir, les choses ont changé. L'Iran, prenant fait et cause pour la cause palestinienne, a refuté l'idée de la légitimité de l'existence d'Israël et ça a créé des tensions.
des tensions qui ont conduit à la rupture des relations diplomatiques à la fois avec l'État hébreu et les États-Unis. Ça, c'est un point. Le deuxième point, en 1984, on rentre dans un conflit que l'histoire a retenu comme la guerre Iran-Irak, dans laquelle l'Irak est largement soutenu à la fois par l'État hébreu, les États-Unis, les pays européens contre l'Iran. Puisque l'idéologie iranienne, avec la révolution islamique, s'oppose à l'idéologie libérale des Occidentaux. Bien sûr. Et ce soutien-là à l'Irak de Saddam Hussein a fait prendre conscience à l'Iran de la nécessité de se protéger. Donc, l'Iran a tiré des leçons. A tiré des vraies leçons. Et de peut-être cette que guerre. L'idée de bombe intelligente et stratégie intelligente vient du professeur Mearsheimer, qui est aujourd'hui le fer de lance et le représentant le plus crédible de la théorie réaliste des relations internationales, dont les analyses sont souvent assez pertinentes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie simplement... C'est des gros mots trop savants, là. Non, ce n'est pas trop savant. Oui, mais je pour vais vous le expliquer. public qui nous suit en ce moment... Dans la conduite de la guerre oui. que nous voyons aujourd'hui, nous avons l'approche américaine de la guerre, qui est la théorie de la décapitation. Bien sûr. Et l'approche iranienne de la guerre, qui est une approche du faible au fort, hein, qui nous amène à la guerre asymétrique. Mais, toujours avant d'y arriver, j'ai oublié de préciser une chose sur la guerre Iran-Irak. Sur la guerre Iran-Irak, l'Iran tire 3 leçons essentielles. La première, c'est que militairement, elle n'est pas à la hauteur des soutiens d'Israël ou bien à la hauteur de la force américaine. Deuxièmement, c'est qu'elle doit forcément se doter d'un arsenal capable de riposter s'il est attaqué. D'où le programme balistique. La troisième leçon, c'est qu'il faut sanctuariser le territoire pour dissuader quiconque de l'agresser plus tard. D'où la nécessité du programme nucléaire. Même si officiellement, aujourd'hui, il n'est que civil. Mais entre le civil et le militaire, le seuil, c'est tout simplement le niveau d'enrichissement de l'uranium. Donc, on peut basculer très facilement du civil au militaire. De ces 3 leçons, arrive une quatrième en réalité. C'est celle de plus jamais ces programmes ne soient un jour menacés. D'où la nécessité de les enfouir profondément dans le sol. Ce sont des programmes développés à plusieurs dizaines, voire des centaines de mètres sous sol, et protégés par des charpes de béton, où même les bombes les plus puissantes ne peuvent pas. Ont du mal à atteindre. Donc, concernant la stratégie américaine, les États-Unis et Israël ont pensé une guerre rapide, quelques jours, au maximum 2 semaines, qui suffisait de décapiter l'exécutif, l'appareil sécuritaire, pour que de l'intérieur, le régime tombe de lui-même. Mais malheureusement, le régime ne s'est pas effondré. Malgré la mort du guide suprême Khamenei pendant les premières frappes, malgré l'assassinat sous le poids des bombes de plusieurs généraux de l'armée régulière et des généraux des gardiens de la Révolution, l'Iran est resté debout et riposte. Ce n'est pas une riposte symbolique. Non, pas du Ce tout. n'est pas une riposte
qui précède des négociations pouvant amener à la capitulation. C'est une riposte graduée, bien réfléchie et qui fait mouche. Et cette riposte-là, nous la voyons dans les premières heures, a consisté à détruire toutes les bases militaires américaines à travers la région, donc dans les pays voisins, ce qui explique fondamentalement pourquoi l'Iran donne l'impression d'attaquer ses voisins. À ce sujet même, le président iranien et le ministre des Affaires étrangères ont précisé à leurs voisins qu'ils ne les attaquaient pas, qu'ils répondaient tout simplement aux attaques américaines et détruisaient l'arsenal et les sites à partir desquels partent les avions pour bombarder le territoire C'est la légitime iranien. défense. C'est la légitime défense. La stratégie intelligente. La stratégie intelligente, c'est celle qu'adopte l'Iran, qui est conscient que militairement ne peut pas faire le poids face à la coalition jamais montée contre lui, a décidé de faire payer aux agresseurs le prix le plus lourd, qui n'est pas la victoire militaire sur le terrain, mais une défaite stratégique, un coût économique énorme, un coût psychologique que même l'opinion publique de ces pays-là n'est pas prête à assumer. Et ça se voit aujourd'hui. C'est ça la stratégie intelligente selon le professeur. Alors ça nous amène à parler de la guerre asymétrique. Effectivement. Et quelle est la différence avec la guerre dissymétrique? Bon, la guerre asymétrique oppose essentiellement deux armées conventionnelles qui ont plus ou moins le même niveau de technologie, mais dont le niveau des équipements est inégal. Donc vous avez un État plus fort, ici les États-Unis, complété par Israël. Sur le plan de l'armée de l'air, ils ont les avions les plus nombreux, les plus performants technologiquement. Sur le plan naval, on a les porte-avions que l'Iran n'a pas. Sur le plan terrestre, si on arrive à coaliser les soldats, les armées américaines et israéliennes, le nombre dépasserait largement le nombre de soldats iraniens. Donc, c'est donc la confrontation de deux armées conventionnelles à niveau technologique plus ou moins égal, mais dont les capacités opérationnelles sont inégales. Ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Mais la guerre dissymétrique, c'est autre chose. Cette guerre oppose généralement une armée bien structurée, avec des moyens conséquents, un niveau technologique élevé, aux groupes armés illégaux. C'est un peu la guerre que menaient les États-Unis contre Daesh. Oui. C'est la guerre que menaient les États-Unis en Afghanistan contre les talibans. Oui. Voilà. Donc c'est ça la différence entre guerre asymétrique et guerre dissymétrique. Comment vous, en tant que spécialiste des questions de défense et de sécurité, vous analysez la stratégie de Donald Trump, de vouloir à tout prix impliquer justement les voisins de l'Iran dans cette escalade militaire? Cette volonté d'impliquer d'autres belligérants découle du constat d'échec. Un constat d'échec qui le met devant le prix à payer en réalité. Étant donné que dans cette guerre asymétrique, l'Iran fait perdre aux pays voisins énormément d'argent issu de la vente du pétrole et du gaz, notamment par la mise en arrêt... la fermeture du détroit d'Ormuz. J'arrive par la mise en arrêt
de certaines installations pétrolières et surtout par la fermeture, on va plutôt dire semi-fermeture du détroit d'Ormuz. Semi-fermeture, pourquoi? Parce que les autorités iraniennes ont précisé ceci. Les pays amis, donc tout navire battant pavillon pays amis, on peut citer Russes, Chine, sont libres de passage. Mais tout bateau battant pavillon américain, israélien ou leurs alliés, ou les facilitateurs de l'agression qu'ils subissent, s'ils osent traverser le détroit d'Ormuz, seront simplement bombardés et détruits. Et cette fermeture fait mal. Pourquoi? Parce que le détroit d'Ormuz n'est pas un détroit comme les autres. C'est le passage de plus de 20%, on va dire compris entre 20 et 30% des produits pétroliers qui alimentent le monde. Donc les bateaux passent par là. Fermer ce détroit, c'est non seulement priver d'une manne financière les exportateurs de gaz et de pétrole, c'est rarifier sur le marché international ces deux produits. Et la flambée des prix. Donc la conséquence n'est simplement que la flambée du prix qu'on observe aujourd'hui un peu partout, notamment en Europe. Lorsque les alliés américains et les alliés des États-Unis et d'Israël ont accepté que Donald Trump utilise leur base américaine, n'avait donc-il pas envisagé que le conflit pouvait s'enliser? C'est quand même un peu hasardeux pour des gens qui ont une longue tradition des guerres. Je pense que là réside un peu l'utopie que ces États voisins ont longtemps entretenue sur la capacité américaine de les protéger. Cette guerre a révélé que finalement, tout l'arsenal, toute l'architecture militaire américaine au Moyen-Orient n'avait en réalité qu'un seul but: protéger l'État hébreu. C'est tout. C'est tout. C'est ce qui se dessine aujourd'hui. Voilà. Donc, lorsque l'Iran détruit cette architecture-là, ils se rendent compte qu'en réalité, leur alliance aujourd'hui avec les États-Unis n'est plus bénéfique. Bien sûr. En fait, elle ne permet pas la protection qu'ils rêvaient, mais plutôt les met en situation de vulnérabilité. Quelles sont les conséquences géopolitiques justement de la région et même du reste du monde aussi? Les conséquences, je pense que c'est d'abord les agresseurs qui les ressentent aujourd'hui, c'est le discrédit. Le discrédit des États-Unis, dont la parole n'est plus crédible. Bien sûr. Le discrédit des États-Unis, dont la protection tant vantée n'est plus crédible. C'est le discrédit des États-Unis à assurer même la sécurité des voies navigables, bien sûr, comme ils l'ont toujours prétendu. Aujourd'hui, la fermeture ou la semi-fermeture du détroit d'Ormuz montre bien que les États-Unis n'ont pas la capacité, comme le prétendait Trump, bien sûr, de convoyer chaque pétrolier pour empêcher sa destruction. Oui. C'est impossible, puisque la configuration géographique même de ce détroit, nous avons plus de 2000 km de côtes iraniennes qui sont des côtes escarpées. Ce sont des montagnes, il n'y a pas de plage. Et c'est un couloir étroit. Très étroit. Environ de 55 km de large. Donc, aucun navire ne peut passer à l'insu des Iraniens. Donc, tout navire qui pourra même escorter se trouvera forcément être une proie. Donc, les États-Unis ne peuvent pas assurer la protection. Même si Donald Trump appelle à l'aide ses alliés européens qui, malheureusement,
décline. Beaucoup ne sont pas chauds pour s'engager dans ce bourbier parce que ça devient un bourbier. Il n'y a pas de plan de sortie. Donc, ça devient un bourbier. Et donc, les États-Unis se sont eux-mêmes discrédités. Oui. L'autre conséquence, c'est le renforcement de la position russe. Je pense que les Russes, dans cette affaire-là, sont parmi les gagnants, dans la mesure où Trump a été obligé, pour essayer de maîtriser la flambée des prix des hydrocarbures, lever certaines sanctions contre le pétrole russe, demandant aux Russes non seulement d'alimenter l'Europe en pétrole et en gaz, soi-disant pour 1 mois, et demandant aussi aux Russes de jouer l'intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis pour trouver une voie de sortie. La troisième conséquence, c'est certainement la ruine progressive de l'Europe. L'Europe est la plus grande perdante. La plus grande perdante. Et je m'interroge sur l'aveuglement de l'élite européenne aujourd'hui, que ce soit pour la guerre russo-ukrainienne, oui, que la guerre en Iran. L'Europe, sur le plan énergétique, paye certainement le tribut le plus lourd. Bien sûr, bien sûr. Mais l'Europe est face à ses propres turpitudes. Voilà. Parce que, ayant fermé la porte au gaz et au pétrole russe, l'espoir qu'ils avaient du gaz du Moyen-Orient est en train de s'envoler avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Mais lorsque le Royaume-Uni accepte, par exemple, que Trump utilise aussi ses bases américaines, est-ce qu'ils n'ont pas conscience que cette guerre peut nous entraîner justement dans cette situation? C'est quand même assez... Oui, mais le cas de la Grande-Bretagne est assez atypique. Parce qu'ils se sont souvent alignés aveuglement sur les positions vraiment le cas de américaines. Oui, pourtant, les États-Unis n'étaient qu'une colonie, mais aujourd'hui on a l'impression que la colonie est devenue la métropole, et puis la métropole est devenue la colonie. Mais l'attitude de l'Union européenne est aussi assez préoccupante parce que lorsque les États-Unis et Israël ont commencé ont lancé des frappes militaires, mais toute l'Union européenne a condamné l'Iran. C'est un paradoxe. C'est ça le paradoxe. L'Union européenne qui n'a cessé de crier que la Russie était l'agresseur face à l'Ukraine, ce qui était vrai, mais ont du mal à accepter qu'aujourd'hui l'agresseur, ce sont les États-Unis. Alors pourquoi ils refusent maintenant des Je pense que l'Union européenne est noyautée par un certain nombre de petits pays d'Europe de l'Est, notamment les États baltes, et certains pays revanchards, comme la Pologne et l'Allemagne, qui adoptent un ton beaucoup plus dur face à la Russie. Et c'est cette position-là qu'ils reportent automatiquement dans le cadre de la guerre en Iran. D'accord. Mais l'Espagne, dès le départ, a condamné justement ces frappes militaires. L'Espagne a été très réaliste. A souvent été réaliste. Même dans la guerre russo-ukrainienne. Et même Israël et le Hamas. L'Espagne a toujours eu une position différente. Oui. C'est l'un des rares pays européens à condamner sur le plan international le comportement d'Israël. Donc, dont on est obligé de constater et de dire qu'on n'a pas le courage de se positionner contre ces positions. Mais, au risque de se faire traiter
du terme devenu désormais galvaudé d'antisémite. Israël doit être protégée même quand elle se comporte comme un État voyou. Il y a une démarche envisageable du côté des États-Unis qui consiste à aller vers la Chine, trouver le président Xi Jinping pour jouer effectivement les médiations au même titre que la Russie. Pensez-vous que ça peut effectivement aboutir? Je ne pense pas que la Chine voudrait réellement jouer les intermédiaires objectifs, parce que la Chine est consciente. La Chine est consciente que tout ce qui se passe, en réalité, elle est la véritable cible. Bien sûr. Dans la prochaine guerre qu'envisagent les États-Unis, il faut isoler la Chine. Bien sûr. Isoler la Chine, c'est la couper de ses soutiens. Affaiblir la Russie, démanteler, si possible, l'Iran, et s'attaquer au gros morceau que sera la Chine. En fait, c'est la finalité. C'est la finalité. Et les Chinois ne sont pas dupes, ils le savent. Non, non. Mais il faut aussi noter que ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine que ce conflit perdure. L'un des clients les plus importants de l'Iran en pétrole, C'est la Chine. c'est la Chine. Oui. Donc la Chine, pour son développement continu, a besoin d'un carburant à bon prix. Parce que pour éviter un peu ce qui s'est passé avec l'Allemagne, l'Allemagne qui est dans un processus de désindustrialisation, dès qu'ils se sont coupés du gaz russe, puisqu'ils n'avaient plus de gaz moins cher, Bien sûr. donc leur production n'était plus compétitive, donc n'arrive plus à vendre. La conséquence, c'est quoi? Les produits ne sont plus vendus comme on le vendait avant, et des usines ferment en Allemagne. Bien sûr. Et c'est Donc, beaucoup d'autres problèmes d'ordre sociaux qui avec le interviennent. chômage qui Oui. en découle. Donc, les Chinois sont conscients de ça. Je pense que comme les Chinois sont des gens pragmatiques, ils sont dans l'équilibre. Nous ne vous aidons pas, les États-Unis. Au contraire, on essaie de vous compliquer l'équation, Bien sûr. mais on essaie de créer les conditions pour que continuent à circuler les échanges Commerciaux. des hydrocarbures. En soutenant ouvertement l'Ukraine, en armant, en entraînant l'Ukraine pour affaiblir la Russie, en donnant à temps réel Oui. des renseignements militaires Stratégique. pour que l'Ukraine arrive même à atteindre des installations stratégiques énergétiques russes, ben, les Russes ne l'ont pas oublié. Mais pas du tout. Et si vous constatez aujourd'hui que l'Iran arrive à cibler avec précision un certain nombre d'installations militaires américaines dans la région, beaucoup commencent à penser que les Russes et les Chinois sont derrière. Mais c'est quand même Par leur l'enseignement. partenaire. Voilà. C'est quand même leur partenaire. Ils ne peuvent pas totalement laisser l'Iran se faire broyer par les États-Unis, surtout que la guerre est injustifiée. La guerre Donc est c'est un injustifiée. peu pour tordre le bras Oui. à ceux qui a un discours qui a tendance à émerger, disant que les Russes et les Chinois n'aident pas l'Iran, ce qui est complètement faux, parce que l'aide n'est pas seulement envoyer les militaires, mais c'est aussi une aide diplomatique, c'est aussi une aide politique, c'est aussi une aide en renseignement très précieuse pour que l'Iran arrive à détruire les radars de détection de missiles américains. Il faut une super technologie. Il faut des il faut des technologies avancées, Oui, oui. il faut des satellites Bien sûr. que l'Iran n'a pas. D'accord. Ce sont les Chinois, ce sont les Russes. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que le Moyen-Orient aura la même configuration qu'avant la guerre? Bon, les pays, les frontières ne bougeront pas, c'est sûr. D'accord, oui. Mais
Je pense que les relations entre États vont être redéfinies. Bien sûr. Notamment, la question qu'il va falloir se poser et avoir un œil assez pointu dessus, c'est celle de savoir si les États du Moyen-Orient vont continuer à tolérer la présence militaire américaine. Again, this is the question. Et si cette présence militaire est finalement réduite, que devient la sécurité de l'État d'Israël? Est-ce que cette guerre-là ne nous met pas, contrairement à ce que les Américains et les Israéliens pensaient, plutôt sur la voie de l'annihilation de ces deux forces? Mais ils l'auront bien cherché. Ils l'auront bien cherché. Donc, à observer et à voir dans les mois à venir. Et par rapport au monde, la configuration finalement politique ou des relations internationales. Nous sommes là, je pense, en plein recul de l'hégémonie américaine et l'affirmation de nouvelles puissances. Donc le monde se redessine autour d'autres alliances. Bien sûr. Nous avons là la preuve que le réseau développé par la Russie notamment devient de plus en plus dense et risque de peser dans les temps à venir sur les relations internationales. C'est la raison pour laquelle Marco Rubio est allé à l'Union européenne leur demander une recolonisation du Grand Sud. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? C'est un rêve. J'espère que nos dirigeants ont l'oreille attentive. Oui. Et je suis sûr qu'ils feront un échec à ces volontés. Malheureusement, c'est ça. Donc, la géopolitique, c'est aussi ça, c'est l'énergie. Je pense que c'est l'élément central aujourd'hui. Monsieur Thibault Stéphane Possio, nous sommes à la fin de cette émission. Ben, je suis surpris que le temps soit passé vite. Eh ben voilà. 52 minutes était beaucoup. Est-ce qu'on arriverait à meubler? Mais bon, c'est un sujet assez passionnant. On reviendra certainement parce qu'il y a beaucoup à dire encore sur la conflictualité Israël-États-Unis contre l'Iran. Et évidemment avec les acteurs régionaux internationaux qui sont impliqués dans cette guerre. Je vous remercie, madame, de m'avoir invité. J'espère que l'émission apportera à nos téléspectateurs un peu d'éléments de compréhension. Eh bien, c'est toujours le but de Regard sur le monde, d'aider les téléspectateurs, l'opinion publique à saisir l'enjeu de certains sujets de l'actualité internationale. Vous voyez, donc merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau, nous parler de cette guerre qui cause beaucoup de problèmes à la société internationale. C'est une grande zone de turbulence pour les relations internationales. Merci aussi à vos chers téléspectateurs pour votre aimable attention. Eh bien, on se retrouve mardi prochain à 21h. Mais déjà, n'oubliez pas que demain, 10h, rediffusion de cette émission. Au revoir.